Bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 18 décembre. Il est un peu plus de 10h20, quelque chose comme ça. Et je vous retrouve pour l'ouverture du 18e Vlogmas. Je vais arrêter de dire que ça passe à toute vitesse parce que je me répète à chaque fois, mais je n'en pense pas moins. Et on va bien évidemment commencer par l'ouverture du calendrier de l'Avent de Lucie avec le 18 qui est juste ici, qui est assez lourd, mais je ne sais pas du tout ce qu'est cette forme, mais ça m'intrigue beaucoup. Et je vais reprendre la petite carte correspondante et on va voir ça. Le 18, la petite carte qui nous dit, donc le mot-clé du jour c'était lambasse, et donc des lambasses d'humains et vegan. Donc j'imagine que c'est de la nourriture. Comment est-ce que je vais ouvrir ça moi? Tac, et donc c'est des barres de céréales, donc pomme cannelle et cranberry citron, qui ont l'air très bonnes. Ma foi, je connais pas du tout cette marque, mais ça a l'air très chouette. Je vais goûter, sachant que les dernières choses que Lucie m'a offertes à manger étaient absolument délicieuses. Je ne vous ai pas fait de retour dessus, tout simplement parce qu'elles n'ont pas fait long feu. En 2 jours, tout était mangé, c'était très bon. J'espère que celles-ci me dureront un petit peu plus longtemps. Mais un petit snack typiquement après l'escalade, je pense que ça peut très bien fonctionner. En tout cas, j'ai très hâte de les tester. Merci beaucoup Lucie. Et on va donc passer au calendrier de l'Avent Nuo et au 18 qui est juste ici. Et qui est donc un baume à lèvres de la marque Olution, qui m'a l'air pas mal ma foi. On n'a jamais trop de baume à lèvres de toute façon, donc écoutez, c'est très bien. On est donc tout pour mes calendriers de l'Avent du jour. Comme d'habitude, je suis ravie. Je vais aller, comme d'habitude, ranger un petit peu. Et l'objectif là de cette fin de matinée, ça va être de vous faire mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Donc je vais préparer tout ça et je vais filmer pour pouvoir le monter dans le vlog qui doit sortir aujourd'hui directement. Et si j'ai le temps cet après-midi, je ferai la même chose pour le Cocorico Challenge, pour ce vlog-ci que vous êtes en train de regarder. Donc normalement ça devrait arriver ensuite, pour remettre un petit peu à jour mes dernières lectures et que je sois bien comme il faut à ce niveau-là. C'est l'objectif, on va voir comment je m'en sors. Je vous dis ça tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est un petit peu plus de 11h. J'ai reçu un colis et je sais ce que c'est puisque je viens de voir la story de Lucie qui l'avait reçu aussi. Et je me suis dit que j'allais le déballer avec vous. Tac. Hop. Il s'agit donc de La maison aux pâtes de poulet de Jenna Rose Nethercott aux éditions Albin Michel Imaginaire, qui ont été bien gentil de me l'envoyer gratuitement en service presse. C'est une réécriture de Baba Yaga où en gros 2 orphelins ont hérité de leur grand-mère ukrainienne une maison aux pâtes de poulet. Je n'en sais pas grand chose de plus, il n'est pas à apparaître tout de suite, il me semble que c'est fin janvier, donc je vais attendre un petit peu pour le lire dans tous les cas. Mais il m'intrigue beaucoup, j'aime beaucoup le conte de Baba Yaga et j'ai très hâte de le voir dans cette version. La couverture est absolument magnifique, elle est de Anouk Faure et j'ai très hâte de le découvrir. Merci encore aux éditions Albin Michel Imaginaire pour l'envoi de ce service presse. Je vous reprends beaucoup plus tard, il est plus de 17h. Je viens de finir de monter le vlog qui doit paraître tout à l'heure. Il est en train de finir de s'exporter. Et j'ai été très productive aujourd'hui en termes booktube puisque j'ai fait ce vlog, mais j'ai également filmé tout le bilan du Pumpkin Autumn Challenge et le bilan du Cocorico Challenge. Je vais donc pouvoir vous les monter et vous les mettre tranquillement dans la semaine, ce qui est formidable parce que comme ça je serai à jour de mes avis lecture. Ça fait très longtemps que je n'ai pas pu dire ça et je trouve ça très satisfaisant. Je n'ai pas lu du coup du tout de la journée puisque ça m'a pris pas mal de temps mine de rien de faire tout ça. Ça faisait un moment que j'avais pas autant parlé lecture d'affilée et de façon un petit peu concentrée. J'ai pas encore regardé le rush du Cocorico Challenge, mais celui du Pumpkin Autumn Challenge fait plus de 1h30, donc ça vous donne une petite idée de l'étendue des dégâts, mais c'est une bonne chose de fait. Je n'arrive plus à parler, mon cerveau est littéralement cuit, mais c'est filmé, c'est fait, il n'y a plus qu'à monter. Je vais aller finir la mise en ligne du vlog du jour qui risque de me prendre un petit peu de temps du coup, comme la barre d'infos va être un petit peu plus conséquente que d'habitude. Et je vais vous insérer là, juste à suivre, le bilan du Cocorico Challenge, comme ça on ne perd pas de temps. Je vais essayer de le monter ce soir et de le mettre dans ce vlog, ce sera ça de fait. Donc je vous laisse du coup avec mon bilan du Cocorico Challenge et je vous reprends un petit peu plus tard pour la suite de ce vlog.
Je vous reprends donc pour faire le bilan du Cocorico Challenge et je viens de filmer celui du Pumpkin Cotton Challenge. J'avais dit que j'essaierais de le faire court et clairement ça n'est pas le cas. Donc cette fois-ci je vais essayer d'être concise au maximum pour encore une fois ne pas que cette vidéo dure 1500 ans. Comme je le disais pour le bilan du Pumpkin Cotton Challenge, ces deux gros bilans vont me permettre de vous parler de l'intégralité des livres que j'ai lus en septembre, octobre et novembre. Comme ça je vais être à jour de mes lectures, ça va être formidable. Contrairement au Pumpkin Cotton Challenge, pour le coup, j'ai plutôt pas trop mal respecté la pile à lire que j'avais faite pour le Cocorico, mais il y a des petites choses qui ont un petit peu changé, donc je vais vous montrer ça. Et encore une fois, on va tâcher d'aller assez vite. Le premier livre pour la première catégorie, Mélusine, c'est Rouge de Pascaline Nolot aux éditions Gulfstream dans la collection Électrogène. C'était l'Explora livre francophone de septembre. On l'a lu avec Lucie et Juliette, on en a déjà largement et très longuement parlé en live sur cette chaîne, donc je ne vais encore pas du tout épiloguer dessus. C'est une réécriture du Petit Chaperon Rouge dans une fantaisie médiévale avec des descriptions très vives, pas mal de trigger warning, des choses assez gore globalement, mais des parallèles de description que j'ai trouvé très intéressantes, notamment pour le début et sa construction que j'ai trouvé très cool. C'est une réécriture où la question de la religion et de la superstition sont plutôt très présentes. Il y a ce village maudit, ce personnage de Rouge qui est une orpheline qui aurait eu une mère possédée, mais on n'en sait pas trop au départ, et une sorcière qui aurait depuis maudit le village et fait en sorte que toutes les jeunes filles lui soient envoyées au moment où elles ont leurs premières règles. Et on va du coup avoir une alternance de passé-présent pour découvrir un petit peu le fin mot de l'histoire, d'où vient la sorcière, qu'est-ce qui s'est passé, d'où vient Rouge, qui sont ses parents, etc. Et c'était plutôt chouette, honnêtement ça fait un moment que je l'ai lu, donc je me souviens pas de tout dans les détails. J'avais beaucoup aimé l'écriture, même si encore une fois il y avait des petites choses qui étaient un petit peu gore parfois, et le reproche qu'on lui a fait, surtout en Explora Livre, c'était concernant la magie, qui était un petit peu brouillon, un petit peu étrange, et pas forcément extrêmement nécessaire finalement, et toute la question de la sorcière pareil qui était un petit peu étrangement amenée. En termes par contre de religion et de tout ce que ça pouvait impliquer, c'était plutôt très bien fait, et pareil en termes de traumatisme et de gestion c'était plutôt pas mal aussi. Donc globalement c'était une chouette lecture, une très chouette découverte. La réécriture du Petit Chaperon Rouge est pas hyper marqué et c'est pas ce qui apporte le plus à l'histoire globalement, mais il y avait des petits clins d'œil qui étaient sympas et globalement c'était plutôt une chouette lecture. Ensuite, pour la catégorie Dame Blanche et plus pour l'aspect macabre gothique, j'ai lu Du thé pour les fantômes de Chris Vuklicevic aux éditions de Noël en lecture commune avec Lucie et une amie sur Instagram, et c'était extrêmement cool pour le coup. L'écriture est absolument géniale, il y a énormément de jeux de mots et de travail sur les sonorités, sur les images, sur les sons qui sont formidables. C'est un récit qui est construit de façon un petit peu particulière avec une mise en abîme et une narratrice qui interpelle directement le lecteur à plusieurs moments et qui rend la lecture d'autant plus immersive. C'est un procédé narratif que j'affectionne particulièrement. Il y a en plus un humour très pinçant, très sarcastique qui fonctionne extrêmement bien dans l'ambiance un petit peu macabre du truc. Ça fait vraiment ça fait vraiment conte gothique, conte macabre, dans lequel on peut voir d'ailleurs plein d'influences de contes différents et de ce côté un petit peu fantastique, merveilleux, mais dans un côté beaucoup plus macabre justement, et ce mélange fonctionne extrêmement bien. L'ambiance est très chouette, les descriptions sont géniales, c'est extrêmement spooky, halloweenesque, automnal. Si vous cherchez une lecture pour l'automne prochain, celle-là est absolument parfaite. Il y a quelques passages qui sont un petit peu durs quand même, il y a des trigger warnings en termes de maltraitance et de relations parents-enfants, pas forcément extrêmement saines, donc pareil, si c'est des sujets qui vous touchent, faites attention à vous comme toujours. Mais c'était très intéressant justement dans l'abord des relations familiales et la façon dont on les voyait et dont on les découvrait progressivement avec différents points de vue qui permettaient de reconstruire un petit peu l'image globale. C'était hyper intéressant, très réaliste, très creusé dans la façon dont c'était fait, et il y avait des petits plot twists qui étaient plutôt très cool dans la lecture. Globalement c'était une excellente découverte. Encore une fois, le style d'écriture de l'autrice est absolument génial. Il y a plein d'alternances de styles différents et de narrations différentes qui vont avec les moments du récit et qui fonctionnent extrêmement bien. Il y a des passages en vers libre, il y a des passages avec une narration qui change un petit peu, etc. Enfin, vraiment, c'est trop chouette en termes de travail d'écriture. C'était vraiment une excellente lecture. Et si vous ne l'avez pas encore découverte, et encore une fois, que vous cherchez une lecture pour l'automne, si vous aimez lire de saison ou juste pour passer un bon moment et qui change vraiment beaucoup de l'ordinaire, je vous la recommande
extrêmement chaudement. Le deuxième livre que j'ai mis dans cette catégorie, pareil pour le côté un petit peu macabre, fantastique, c'est Eurydice déchaînée de Melchior Ascaride aux éditions Les Moutons Électriques, qui est un petit format, une petite novella complètement illustrée avec des illustrations que j'ai plutôt appréciées. C'est très particulier, c'est un style qui voilà, ne plaira probablement pas à tout le monde, mais que personnellement j'ai plutôt aimé et j'ai plutôt apprécié cette lecture. C'est une réécriture du coup du mythe d'Eurydice et Orphée, du point de vue d'Eurydice et de ce qui se passe du coup quand Orphée la laisse aux enfers et de comment elle va essayer de s'en sortir et de se venger puisque elle lui en veut terriblement. On va croiser un certain nombre de figures mythologiques très cool, typiquement Tirésias qui est un personnage absolument passionnant sur lequel j'aimerais d'ailleurs beaucoup lire d'autres choses, mais également les Danaïdes, et globalement on va avoir une visite des enfers très intéressante et on va en profiter pour rencontrer toutes les femmes un petit peu rejetées de la mythologie grecque jusqu'à une fin un petit peu en apothéose. C'était très chouette, ça s'est lu très vite, il y avait plein de choses très intéressantes et les illustrations étaient plutôt cool, donc c'était une lecture très agréable. Pour la sous-catégorie Simone Veil et du coup le côté plus engagement, j'ai mis Médusa, le troisième tome de l'autre côté du mythe de Flora Boukri aux éditions Gulfstream, qui est aussi une réécriture du mythe de Méduse. Je vous en ai déjà parlé pour le coup en dernière lecture, donc encore une fois je ne vais pas m'étendre, mais c'est une réécriture que j'ai absolument adorée. Je pense que c'est mon préféré de la saga et j'ai adoré ce point de vue sur Méduse qui est vraiment un personnage que j'affectionne particulièrement dans la mythologie grecque. Si vous cherchez une autre version de ce mythe, je ne peux que vous le recommander. J'ai parlé d'une autre réécriture dans mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge, mais ces deux-là sont très chouettes et je trouve qu'elles mettent en lumière d'autres aspects du mythe, donc c'est absolument passionnant. Pour le Chevalier d'Éon, je n'ai absolument rien lu de ce que j'avais prévu, mais j'ai lu un livre qui rentre pour moi plutôt pas mal dans le mot-clé historique, et c'est Vainqueuse de Jean-Laurent Del Socorro aux éditions L'École des Loisirs dans la collection Medium, qui m'a été extrêmement gentiment envoyé par la maison d'édition gratuitement en service presse, que j'ai lu avec grand plaisir puisque j'affectionne particulièrement la plume de l'auteur et qui était absolument passionnant puisqu'on va suivre l'histoire de Cynisca qui est Sparte et qui est la première femme à avoir remporté une épreuve aux Jeux Olympiques. On va la suivre un petit peu à la manière de ce qu'avait pu faire l'auteur pour Boudica depuis son enfance jusqu'à un âge beaucoup plus avancé, et on va voir un petit peu les épisodes de sa vie et comment ils ont influé sur celle-ci et comment elle en est venue à finalement ce grand accomplissement. Globalement, l'histoire va s'ouvrir sur son rituel de passage à l'âge adulte et on va voir comment elle essaye de prendre sa place en tant que Spartiate et comment elle va défendre le fait qu'elle veuille être élevée en tant que telle, qu'elle veuille avoir la même formation que les hommes, qu'elle veuille partir en guerre également, et tout ce que ça va impliquer dans cette société. Il y a plein d'infos historiques et de détails qui sont extrêmement cool. Globalement, les romans de Jean-Laurent Del Socorro, si vous cherchez des récits avec un bon étayage historique et qui vous apprennent plein de choses, je ne peux que vous les recommander, et celui-ci ne fait pas exception. On va parler notamment de la guerre du Péloponnèse et de ses conséquences. Comme l'auteur sait très bien le faire, il y a un petit peu de représentation également, avec notamment une relation FF que j'ai trouvé très cool, et globalement plein de représentations de sororité hyper positives qui fait plaisir à lire. De même pour les relations familiales qui sont très chouettes et plutôt bien retranscrites je trouve, et la fin était très chouette, hyper satisfaisante et suivie des explications de l'auteur qui sont hyper intéressantes également. Dans l'ensemble c'était une très chouette lecture, très intéressante je pense pour un public jeunesse, avec encore une fois une base historique très forte et un petit côté un petit peu épique, bien raconté et des personnages plutôt très attachants. Ensuite pour Cyrano de Bergerac, pareil, je n'ai pas lu ce que j'avais prévu, mais j'avais bien commencé Le Premier Jour de Paix que j'ai fini très récemment et dont je vous ai parlé déjà dans les vlogmas, donc pareil, je vais pas y passer sans 7 ans. C'est un récit père post-apocalyptique, donc pour le côté science-fiction ça fonctionnait pas mal, avec voilà toute la question de la paix et d'un après plus positif et de comment en arriver là, avec des petits twists intéressants, avec une narration plutôt cool et des personnages attachants sur finalement peu de pages, donc c'était plutôt chouette. Et encore une fois c'est un livre que j'ai reçu en service presse numérique pour le coup gratuitement de la part des éditions La Talente, que je remercie encore une fois pour leur confiance. Pour Joséphine Baker, j'ai sélectionné 2 livres dont je vous ai déjà pas mal parlé. Le premier c'est Le Chant des Géants de David Brie aux éditions de l'Homme sans nom, qui était l'explorat livre francophone de ce mois d'août mais que j'ai lu en septembre parce que j'étais un petit peu à la bourre, donc qui rentre dans ce challenge, qui fonctionne pas mal en termes de guerre notamment et qui était plutôt sympa en termes de narration. J'ai beaucoup aimé le style de l'auteur que j'ai trouvé très agréable. En termes de légende celte ça fonctionnait très bien. Il y avait des petites choses notamment en termes de point de vue qui auraient pu être un petit peu plus développées et d'autant plus intéressant je pense.
mais dans l'ensemble c'était une chouette lecture, ça s'est lu très vite, ça s'est lu très bien, et encore une fois on en a parlé en long, en large et en travers pendant le live Explore à livre, et je crois que je vous l'ai même déjà présenté en dernière lecture celui-ci, donc je ne vais pas épiloguer davantage. Un autre livre qui fonctionne très bien dans cette sous-catégorie et qui était également un Explore à livre pour le mois d'octobre, celui-là, c'est Capitelle du Nord, le 3e tome, L'armée fantoche de Claire Duvivier aux éditions des Forges Vulcain. Pareil pour le mot-clé guerre, ça fonctionne plutôt extrêmement bien puisque c'est dans le titre, il va être question d'une armée et en gros on va retrouver toutes les conséquences des emmerdes des tomes précédents et ce que ça va donner dans celui-ci. C'était absolument génial. Pareil, on en a parlé en long, en large et en travers en live Explore à livre. Je vous en ai parlé aussi pour le bilan du pack parce qu'il rentrait dans une catégorie et je ne vais pas encore m'étaler dessus, mais c'est un tome que j'ai trouvé génial, une très belle conclusion à la double trilogie de la Tour de Garde que je continue à vous recommander à corps et à cri et que je relirai avec grand plaisir dans quelques années, je pense. Et on va finir du coup avec la catégorie Evelyne Delia, et j'ai lu pour le coup un livre que je vous avais présenté dans ma pile à lire avec une explication un peu fumeuse puisque j'avais mis cendres en mode la météo des cendres, les cendres qui embrument un petit peu le ciel londonien, etc. Et ça fonctionne plutôt pas mal finalement effectivement dans cette catégorie puisque c'est le cas dans ce récit. On est à Londres en 1888 et clairement il y a beaucoup de cendres et beaucoup de fumée et voilà, on sent que le ciel de Londres est très bas. Et on va suivre plusieurs personnages dans une espèce d'enquête puisque il y a des disparitions, puisqu'il y a une drogue qui circule, puisque on est à l'époque de Jack l'Éventreur et que tout ça va un petit peu se mêler dans un espèce de Londres victorien steampunk. On va avoir des pigeons voyageurs mécaniques, on va avoir des chevaux automatiques, des choses comme ça. Globalement, le contexte et l'ambiance étaient plutôt sympathiques. Ça fonctionnait pas mal, mais j'ai eu du mal avec les personnages, avec leurs interactions, avec le déroulé de l'intrigue et du scénario qui était un petit peu cousu de fil blanc. Tout était assez clair, tout était un peu surjoué dans les interactions, les enjeux étaient pas d'une subtilité folle et globalement tout était assez attendu. Je savais comment ça allait finir, je connaissais un petit peu les tenants et les aboutissants relativement rapidement. J'ai pas été extrêmement surprise dans ma lecture et c'était pas désagréable, ça s'est lu relativement vite. Le style était pas mauvais, mais c'était un petit peu cliché dans les tournures de phrases et dans les dialogues notamment. Donc voilà, c'est une lecture plutôt mitigée pour moi. J'ai pas trouvé les personnages particulièrement attachants, j'ai pas trouvé les enjeux particulièrement révolutionnaires. Ça s'est lu vite, c'était pas désagréable sur le moment, mais clairement j'en garde pas un souvenir impérissable et je ne suis pas sûre de conserver ce livre dans ma bibliothèque. Et voilà, c'en est tout pour ce bilan du Cocorico Challenge. J'ai l'impression d'avoir été extrêmement vite, mais probablement que ce n'est pas tant le cas que ça, parce que ça fait déjà un moment que je tourne. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. N'hésitez pas, comme toujours, à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés, si d'autres vous tentent, ce que vous avez lu, si vous avez participé au Cocorico Challenge cette année. Je suis toujours très curieuse de vos retours et de vos recommandations, et je vais donc vous laisser avec la fin du vlogmas du jour. Je vous reprends, il est presque 18 h, j'ai fini la mise en ligne en temps et en heure et je vais partir chez mes parents, mais avant ça je voulais vous reprendre pour le calendrier l'avant livresque du jour puisque j'ai mes livres avec moi et que c'est quand même plus sympa de vous les montrer en vrai et ça m'évite d'avoir à les insérer au montage et j'ai fait suffisamment d'insertions au montage pour la journée très clairement. La question du calendrier de l'avant livresque du jour, c'était ce livre que j'aurais aimé avoir écrit et c'est pas facile comme question honnêtement. Il y a rarement des livres où je me dis j'adorerais avoir été capable d'écrire ça, mais il y a certains livres qui m'ont effectivement fait cet effet là et je vais vous en montrer deux parce que j'ai beaucoup de mal à me limiter à un, mais vous devez commencer à avoir l'habitude. Le premier, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern qu'on a lu en début d'année en lecture commune avec Lucie et qui était une lecture absolument incroyable et c'est un des livres où je me suis vraiment émerveillée du génie de l'autrice et de la façon dont elle avait mis toute son histoire en place, où tout était hyper cohérent, où tous les petits détails étaient parfaitement où ils devaient être et où tout s'imbriquait de façon absolument incroyable. On aurait dit une espèce de machine extrêmement bien huilée, extrêmement bien rodée. Et c'était juste fou en termes de maestria et de savoir-faire et d'écriture et de façon dont c'était organisé. Tout était absolument incroyable. Donc typiquement, c'est le genre de livre que j'aimerais être capable d'écrire. On en est bien loin, mais c'est, je pense, un bon idéal auquel tendre parce que vraiment ce livre, c'est une claque et c'est une expérience absolument incroyable. Le deuxième est, j'aurais difficilement pu ne pas mettre de livre de cette autrice, mais d'un autre côté, j'aurais pu mettre
probablement tous les livres de cette autrice, c'est évidemment Becky Chambers, et je vous ai sorti Apprendre si par bonheur parce que je voulais pas beaucoup montrer celui-ci et que c'est un de mes préférés malgré tout. Je sais pas lequel je préfère, mais c'est un de mes préférés quand même. C'est un des premiers que j'ai lu, je sais plus si je l'ai lu avant ou après l'espace d'un an, peut-être avant, et j'ai été encore une fois assez bluffée par sa plume, par son intention, par ses personnages extrêmement attachants et par toute la bienveillance qui se dégageait de son texte et de ses relations et de tout ça. Et ça m'a fait énormément de bien. Et pareil, je pense que j'aimerais écrire un livre aussi positif, aussi bienveillant, aussi cool et aussi beau globalement, avec un message aussi chouette et une si belle explication de la chiralité aussi, parce que ça c'était quand même très impressionnant, je trouve, c'est à souligner. Donc voilà, j'ai adoré ce livre et d'une certaine façon j'aurais adoré l'écrire. Donc voilà pour cette petite réponse au calendrier l'Avent livresque du jour. Je vais finir de ranger mon appart, me préparer à aller chez mes parents et je vous reprends tout à l'heure pour conclure ce vlog, très probablement pour que je puisse le monter dans la foulée. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est un peu plus de 20 h, je suis bien arrivée chez mes parents et il est grand temps que je clôture ce vlogmas pour pouvoir le monter dans la foulée, le programmer, etc. Comme d'habitude puisque je travaille demain. Je voulais vous reprendre un tout petit peu parce que dans la voiture j'ai commencé à écouter Bookshop and Bene Just de Travis Baldree, qui est lu par l'auteur d'ailleurs, ce que je ne savais pas du tout avant de le commencer et ce qui est toujours très chouette. J'aime vraiment beaucoup quand ce sont les autoristes qui lisent leurs livres, quand ils en ont la possibilité et la capacité évidemment. Ça rajoute toujours un petit plus à la lecture quand ils se débrouillent bien parce qu'ils en jouent énormément et là typiquement il fait les accents et les petites modifications au niveau des personnages et il le fait extrêmement bien. J'ai écouté du coup je pense une quinzaine de pourcents déjà et c'est hyper cool. En gros c'est un préquel à Legend and Lattes et on va retrouver Viv qui est en mission avec sa troupe d'aventuriers et qui se fait blesser, qui se fait bien blessé lors d'un combat et qui va devoir malheureusement rester derrière pendant que le reste de sa troupe va à l'aventure le temps qu'elle guérisse, et on lui prédit quelques semaines de repos et de guérison, ce qui ne la ravit absolument pas bien évidemment, et elle va donc commencer à explorer la petite ville dans laquelle elle a échoué et elle va trouver une pâtisserie qui sent délicieusement bon et un magasin de livres dans lequel elle rentre un petit peu par hasard, mais où on va finir par lui conseiller quelque chose, alors qu'elle n'est pas très friande de lecture habituellement, et d'ennui, elle va finir par l'ouvrir et par absolument adorer. Donc c'est là où j'en suis à peu près pour l'instant, et j'ai très hâte de continuer et de voir Viv qui tombe amoureuse de la lecture finalement. Je pense que c'est un petit peu le sujet. Là elles ont commencé à avoir des discussions avec la libraire du coup sur ce qu'elle avait aimé dans ce premier livre, sur un petit peu son ressenti des personnages, etc. Un espèce de book club dans la librairie finalement, et ça a l'air très chouette. On retrouve le personnage de Viv qui est toujours aussi gentil et pas forcément facile d'abord, hein. Ça reste une orque assez massive qui se balade avec son épée, mais néanmoins hyper bienveillante, et c'est un personnage que j'adore et que je suis très contente de retrouver dans ce préquel et que j'ai très hâte de continuer à suivre et de la voir encore une fois découvrir les livres et le plaisir de se plonger dedans. Je pense que ça va être une très chouette expérience. Donc il me tarde, je continuerai ça dans tous les cas pendant mes trajets et probablement en faisant de la maquette dans les jours qui viennent, et je vous dirai un petit peu ce que ça donne. Pas d'autres grandes nouveautés en termes de lecture, sinon c'est tout ce que j'ai lu aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de montage comme je le disais tout à l'heure, donc j'ai pas forcément le temps de lire autre chose. Autre petite nouvelle, cela étant dit, j'ai créé un compte Threads, je sais même pas comment ça se prononce, j'arrive à peu près 1000 ans après tout le monde, mais je me suis dit que j'allais tenter, donc si vous y êtes également dessus, n'hésitez pas à me rajouter sur ce truc. J'ai l'impression d'être une boomeuse de 25 ans, c'est terrible, je sais pas encore tout à fait quels sont les tenants et les aboutissants de ce nouveau réseau social, mais écoutez, on va tenter, on verra bien ce que ça donne, et en tout cas je suis très curieuse, donc je teste et advienne que pourra. En tout cas voilà, si vous y êtes, n'hésitez pas. Je vais donc conclure ce vlog ici pour, comme je le disais, pouvoir le monter dans la foulée. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu, j'espère que le bilan du Cocorico Challenge vous a plu également. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me parler de vos lectures passées, présentes et à venir. Je vous remercie comme toujours pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous vos retours. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous.
Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très très bonne soirée et je vous dis du coup à demain.